Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. En ce premier anniversaire de Coconut Podcast, eh bien, nous réitérons avec un invité. Alors là, il se passe de présentation. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, il est, je dis dans un premier temps, président du conseil d'administration du groupe 3737, mais il en est également son cofondateur avec Vicky Joseph, groupe 3737, un genre de hub où les citoyens de la métropole peuvent s'y rendre et surtout réseauter avec d'autres entrepreneurs en matière de nouvelles technologies, entre autres. Alors, messieurs, dames, il est président et chef des opérations chez Ledartech. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons en quelque sorte celui qui trace la voie et le chemin pour les gens issus de la diversité et toutes les Québécoises et Québécois. Accueillons à Coconut Podcast Franz Saint-Elmy, messieurs, dames. Bonjour, wow, toute une introduction. J'ai de l'énergie, là. Je suis prêt, là. Bienvenue à Coconut Podcast. Écoute, pour tout le travail que tu as accompli dans la société québécoise et même, je dirais, à l'international, tu recevais un prix hommage au Gala Dynastie pour l'œuvre qui est la tienne ainsi que celle de Vicky Joseph, ta femme. Alors, cette introduction, Monsieur Saint-Elmy, écoute, elle est très peu. La question que je pose à tous mes invités, en ces temps de pandémie, de crise sanitaire, couvre-feu, déconfinement, on sait plus ce qu'on est rendu, comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan personnel, mais également professionnel? En fait, moi, je suis un des chanceux parce que la pandémie m'a permis de vraiment de passer plus de temps avec ma famille, que c'est un luxe que j'en profite parce que essentiellement, je n'ai pas eu à voyager. Je n'ai pas eu à prendre d'avion ou à conduire des heures sur l'autoroute. Alors, donc, c'est vraiment une belle opportunité pour moi de grandir en tant que père de famille, mari, mais aussi en tant que parent qui aide ses enfants avec ses devoirs, qui va au match de soccer ou de foot de ses enfants quand le temps nous le permettait ou la pandémie nous le permettait. Mais au niveau personnel, ça a super bien été. Ma famille a été épargnée et j'ai pu apprendre aussi comment vivre avec mes enfants. C'est une chose quand on rentre, on sort. C'est une autre chose d'être là en permanence. Donc ça, c'est quelque chose que pour la première fois depuis que j'ai des enfants, mon plus vieux a 15 ans. Ah ouais, c'est ça, t'en as 3, là. Oui, exact. C'est bien ça? Un jeune ado de 15 ans, une jeune adolescente de 12 ans et un jeune qui se croit adolescent de 8 ans, un garçon. Alors, donc, sur le plan personnel, ça a été vraiment un cadeau de Dieu. Sur le plan professionnel, ça a été une année chargée, mais une année fructueuse aussi. Donc, il y a eu évidemment le choc qui était évidemment le confinement dès le 17 mars 2020. Tout le monde, c'était l'arrêt total. Donc, c'était une transition. Donc, au niveau de Ledartech, on a dû se retourner assez rapidement pour envoyer l'ensemble de nos employés à la maison. Télétravail. Donc, s'assurer que tout le monde avait les équipements nécessaires, avait des bureaux, avait des chaises, avait aussi des supports pieds, des supports dorsales. Alors, donc, tout ce qui était confortable pour travailler essentiellement. Donc, on avait aussi une petite équipe qui faisait de l'assemblage et de calibration de capteurs. Donc, on
on a pris 2 semaines pour réorienter les postes de travail. Et comme on faisait partie de la catégorie des services essentiels, alors on a pu retourner 2 semaines plus tard à réassembler nos capteurs pour livrer à nos clients. Super. Donc là-dessus, et en même temps, durant la pandémie, on a fait 2 acquisitions. Une en Israël et une à Québec. On a 35 aussi, employés, je pense, en Israël. En Israël, oui, exact. Donc, on a aussi, durant la pandémie, on a déménagé notre équipe de production et d'assemblage pour tout amener sous le même toit à Québec, sur le boulevard Hamel. Et en même temps aussi, durant la COVID, on a signé des nouveaux clients. On a accéléré notre offre de produits, lancé 2 nouveaux produits sur le marché. Donc, c'était une année très, très fructueuse. Et en même temps, on a levé 30 millions de dollars en financement. Et ça, perlipopette, comme on dit, vous n'avez pas chômé aucunement. Écoute, tu nous parles de l'Edartech. Quand même, c'est intéressant. On sait qu'il y a maintenant ce bureau qui est en Israël. Est-ce que vous êtes sur la capitale à Jérusalem, Tel Aviv? Non, on est à Tel Aviv, l'ancienne capitale. À côté de la Méditerranée. On choisit bien ses bureaux. Ensuite, on sait que vous avez 215 employés, près de 170 ingénieurs à l'Edartech. C'est quand même pas mal de monde. En tant que responsable, tu es président et chef des opérations. Ça fait quand même pas mal d'opérations à superviser à travers la planète. Comment cela s'orchestre pour toi, Franz Saint-Elmy? As-tu plusieurs écrans devant toi, plusieurs horloges avec différents fuseaux horaires? Comment cela, en réalité, dans le concret, comment tu réussis à te décupler pour être un peu partout au même moment? J'aimerais entendre ça. En fait, d'abord et avant tout, je vois mon rôle principal, c'est d'être c'est d'établir une vision stratégique et d'amener, de recruter et d'animer la force pour livrer cette vision stratégique-là. Donc, mon plus gros travail, c'est vraiment d'animer cette force-là, mais aussi, tu sais, de recruter les meilleurs pour pouvoir livrer et s'assurer que je sors de leurs pattes pour leur donner l'espace de travail. Donc, je suis un peu comme un joueur coach. Alors, essentiellement, c'est l'expression joueur coach. Donc, donc, j'aime avoir les mains sur le terrain ou les 2 pieds sur le terrain, mais j'aime aussi donner l'espace à mes coéquipiers pour qu'ils puissent se développer, mais aussi qu'ils puissent utiliser leurs compétences et leur ingéniosité pour trouver des solutions innovantes. Alors, donc, ma façon de gérer, elle est très simple, c'est de donner une vision très claire avec un objectif très clair et de m'assurer que mes gens sont bien outillés pour le faire. Donc, comment ça se matérialise? C'est très simple. Essentiellement, on a une structure quand même assez flat chez l'Edartech, dans le sens que on a très peu de VP pour beaucoup d'employés. Et essentiellement, on est une entreprise parce qu'on fait beaucoup de recherche et développement, donc on est vraiment focusé sur le développement de nouveaux produits. Alors, essentiellement, mon travail, c'est vraiment de m'assurer qu'on développe les bonnes choses, qu'on prend les bonnes étapes, qu'on a les bonnes procédures en place, qu'on est en ligne avec les requis des clients et que nos partenaires nous supportent bien dans nos développements, mais aussi dans nos plans stratégiques de mise en marché. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps passé pour assurer, réorienter, valider, vérifier, coacher. C'est vraiment ça. Donc, je te dirais que je n'ai pas de routine en termes de temps. Mes journées commencent très tôt le matin parce qu'on a des équipes en Europe, en Asie, en Israël, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais on a une équipe de recherche à Linz, en Autriche. On a des gens de développement de marché en Italie, en France, en Allemagne. Parlo italiano?
parla italiano? Très peu. Poco, poco. OK, d'accord. Parce que là, tu dois devenir polyglotte. Ani, at, atem, anachnu. Ça, il faut commencer à apprendre un peu d'hébreu, là, monsieur. Hein, Benjamin, monsieur Mais Saint-Elmy. je te dirais que le plus important, c'est essentiellement, nous, dans notre secteur, dans le secteur où est-ce qu'on évolue, qui est le secteur de l'automobile, le langage d'affaires, c'est l'anglais. C'est Le l'anglais, ouais. langage technique, c'est l'anglais. Le Anglais, langage de ouais. développement, c'est l'anglais. Alors, Ouais, on donc, finit par se trouver une langue, mais toujours, on sait que le français est très important. Vous vous exprimez dans la langue de Molière, celle de Shakespeare, et puis, voilà, l'espagnol, poquitito. il y a très peu de développement auto en espagnol. En espagnol, d'accord. D'accord. Excellent. Vous qui êtes un bon vulgarisateur, on sait que, bon, on va apprendre à vous connaître dans quelques instants. Vous êtes issu de la communauté haïtienne. Alors, est-ce qu'on ne connaît pas les créoles, Monsieur Saint-Elmy? 100%. Je suis 100%? né en Haïti. OK. Ma Vous êtes... première langue, c'est le OK. créole. OK, d'accord. Donc, Puis il me ma dit deuxième langue, 100%. c'est le français. Donc, oui, J'aime je ça. suis 100% un vrai créole, comme on dit. OK. On va passer tout de suite à. On sent, vous le dites avec une fierté, le sourire jusqu'aux oreilles, là, c'est intéressant. Monsieur Saint-Elmy, Franz Saint-Elmy. Ben là, vous venez de nous dire que vous êtes un produit natif natal de la terre des Taïnos, Arawak. Vous êtes né en Haïti. Alors, Haïti, ce pays qui se trouve sur l'île d'Hispaniola, n'est-ce pas? Alors, sur le côté occidental, à l'ouest, on retrouve Haïti et à l'est, República Dominicana, Santo Domingo, Saint-Domingue, la République dominicaine. Vous êtes né dans quelle ville en Haïti? Mais moi, je suis l'un des rares chanceux à être né sur une île à l'intérieur de l'île d'Haïti. Non. Donc, je suis né sur l'île de la Gonâve, qui est juste en face de Port-au-Prince, juste en face de Montréal. Okay. Donc, alors, moi, c'est... quand on a une vision, beaucoup de gens ont une vision d'Haïti pauvre, où est-ce que les gens sont éparpillés l'un sur l'autre. Moi, je viens du paradis. Donc, la mer bleue. Turquoise, pour ne pas dire. Exact. Ouais. Donc pour moi, okay. Haïti, j'ai des mémoires d'une vision spectaculaire. Je n'ai vu la misère que quand j'ai été à Port-au-Prince pour venir au Canada. Mais la misère, moi, où est-ce que je viens, ça n'existait pas. Donc, tout le monde, on mangeait tous à notre faim, tous les jeunes allaient à l'école, on avait une vie riche. Okay. Donc, pour moi, c'était la vie. Là, on comprend votre esprit de créativité, d'où il vient un peu en comprenant votre lieu d'origine. Là, maintenant, ça explique certaines choses. Sur une île, alors là, vous êtes appelé à être très créatif, assurément, parce qu'il y a certaines denrées que, bon, ça prend un certain temps pour qu'elles arrivent. Monsieur Saint-Elmy, déjà, moi, je veux savoir, vous êtes un Islandais, disons-le comme ça. Vous habitez sur l'île de la Gonâve. Est-ce que vous savez nager? Certainement. Absolument. J'ai appris à nager très, très jeune. Mais cool. Oh, nice. Non. J'ai appris à nager la vraie nage. Pas dans une piscine, mais dans l'eau salée, dans l'océan. OK. Et j'ai appris à pêcher. Pêche en ligne, pêche... au harpon? Harpon, oui, absolument. Ouais. Donc, OK. Pas juste les microprocesseurs, vous, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, je sais... en fait, tu as tout à fait raison dans le sens que Haïti, pour moi, m'a outillé pour être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, je le dis affectueusement, j'ai été conçu et livré en Haïti. Je suis né, par contre, au Québec, donc le professionnel Franz Saint-Elmy. Mais l'individu, l'homme, j'ai été outillé par mon enfance en Haïti. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, la force des choses fait en sorte que
il faut que tu te débrouilles, tu deviennes autonome très rapidement quand tu viens d'une île comme la Gonâve et aussi dans un contexte que t'as pas l'électricité courante, t'as pas l'eau courante. Euh, donc, pour moi, c'était tout à fait normal de me lever à 5 heures du matin, d'aller chercher de l'eau potable, de chauffer l'eau, de bouillir l'eau, de se laver, mais aussi de préparer sa nourriture pour la journée et de marcher plusieurs kilomètres pour aller à l'école et de marcher plusieurs kilomètres pour rentrer. Tout ça dans un contexte d'indépendance. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal que je me débrouille très tôt. Donc, quand je suis arrivé ici à l'âge de 7 ans et demi où j'allais avoir 8 ans, ben, quand je regardais les enfants qui avaient 9, 10 ans, c'était des bébés gâtés comparativement à moi. Je comprenais pas pourquoi ils se plaignaient. Ben, pourquoi ils étaient capables de prendre l'autobus tout seul pour aller à l'école, alors que moi, je marchais déjà des kilomètres à l'âge de 6 ans, 7 ans pour aller à l'école. Eux, marcher quelques minutes dans la rue, c'était non, il faut que maman, papa viennent te chercher en auto ou viennent prendre l'autobus, venir te chercher pour que toi, tu prennes l'autobus avec eux autres pour retourner à la maison. Je comprenais pas ça. OK, ben ça c'est intéressant. Déjà là, on sent d'où vient cet élément d'autonomie, hein, cet aspect très autonome qui est le vôtre, qui va vous servir tout au long de votre parcours. Absolument. Vous venez d'une fratrie quand même importante. Il a peur, selon ce que Madame Vicky Joseph nous a dit. C'est bon, on l'a eu en entrevue, là. Donc là, on est en train de valider certaines affaires avec vous, là. Vous êtes issu d'une fratrie où vous êtes, 15 frères et sœurs. Ça fait en sorte qu'on grandit dans un esprit de partage, dans un esprit de tricoté serré. J'aimerais, avant que vous nous parliez de la fratrie, mais il y a des gens qui sont à la tête de cette fratrie. Monsieur Saint-Elmy, maman, j'aimerais que vous nous relatiez souvenirs de vos parents, mais en Haïti, si vous êtes capable de revenir. Ouais, allez. C'est difficile pour moi de parler vraiment de mon père parce que je n'ai pas vraiment connu mon père. OK, d'accord. Okay. Mon père, il était pro-vie, donc il a eu beaucoup d'enfants, incluant 6 avec ma mère, mais il a aussi eu d'autres enfants avec d'autres femmes. Super. Et il a quitté Haïti très tôt aussi, pour des raisons politiques. Et nous, on a quitté par la suite, mais il a quitté moi quand j'étais très jeune avec ma petite sœur. Donc, on n'a pas eu vraiment la chance de vivre avec. Il est parti en Martinique et le reste de la famille s'est splitté un peu partout entre les États-Unis et le Canada. Mais essentiellement, mes valeurs viennent de ma mère, mais aussi de mes frères et sœurs, mais surtout de ma mère. En fait, moi, j'ai grandi dans un contexte où est-ce que tu étais peut-être pauvre matériellement, mais tu es riche dans tout le sens du terme. Donc, ma richesse, c'était ma culture, mon savoir, ma santé, mon savoir-vivre, ma façon de régler des problèmes. Donc, j'ai appris que j'avais un privilège. C'est un privilège d'avoir une intelligence. Donc, c'est un privilège parce que il y a des gens qui ont une intelligence. Il y en a d'autres qui sont nés pas avec la même capacité. Donc, moi, ma mère m'a toujours inculqué que mon intelligence me confiait une responsabilité de l'utiliser justement. À quel moment tu découvres que tu es un peu surdoué ou tu es quand même... Non, je peux pas dire que je suis surdoué. Je suis intelligent comme la moyenne des gens, comme la plupart des gens, comme toi, ou n'importe qui d'autre. La différence, c'est que j'ai cette capacité d'utiliser mon intelligence, de maximiser ma capacité intellectuelle. Donc, je pense qu'on est tous nés avec une intelligence qui est à peu près la même. La différence, c'est que certains ont une capacité plus grande que d'autres d'utiliser leur intelligence. D'autres, c'est comme on dit, ne pas s'entraîner
son cerveau, ben, le rend paresseux. Et c'est un processus qui commence très jeune. Super. Alors, comme j'ai dit plus tôt, moi, j'ai dû à utiliser mon intelligence très jeune pour me débrouiller à faire des choses. Donc, j'ai dû m'entraîner mentalement pour être débrouillard, trouver des solutions, ne pas peur des obstacles, d'être créatif, d'être fonceur, d'être engagé, de poser des questions, de challenger. Alors, donc, je pense que pour moi, c'est ça qui a fait la différence. Donc ça m'a donné des outils que d'autres jeunes de mon âge n'avaient pas. Incroyable. Franz, et lorsque vous arrivez au Québec, quand même une adaptation, mais là, plusieurs années plus tard, tu es considéré avec LeddarTech, LeddarTech, on va le dire en français, LeddarTech, vous êtes considéré comme déjà une licorne québécoise, mais également comme licorne canadienne. On vous voit venir dans le rétroviseur. Écoute, là, moi, j'aimerais savoir, il y a tout un processus qui va être le tien quand tu arrives ici au Québec. Est-ce que tu sais que tu vas être une des personnalités les plus en vue au Québec, du moins dans les technologies de pointe? Ça, est-ce que tu te disais, moi, je me vois déjà, est-ce qu'il y avait un appel? Parce que, écoute, on sait que Vicky, elle va grandir dans le quartier Villeray. Toi-même, tu vas peut-être y passer. On aimerait savoir ton lien avec ce quartier. Mais lorsque tu arrives au Québec, dans quel quartier vas-tu habiter? Et surtout, un peu vite, ton processus, ton parcours académique jusqu'à obtenir ton MBA, quand même, Master in Business Administration. C'est quand même impeccable, Franz Saint-Elmy. Est-ce que tu es conscient aujourd'hui de ce que tu as accompli depuis l'île de la Gonâve, pour le dire avec l'accent de chez nous, à aujourd'hui? Nous t'écoutons. Ben, en fait, d'abord, pour répondre à la question dans l'ordre, ma terre d'accueil, c'était Saint-Michel. Donc, j'ai fait la couronne nord de Montréal. Donc, progressivement, de Saint-Michel, j'ai été à Montréal-Nord. De Montréal-Nord, j'étais à Rivière-des-Prairies. Donc, j'ai fait tout le nord-est de l'île. Et essentiellement, et ça va motiver un peu les choix que j'ai faits dans ma carrière et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais. Mais dans les faits, les modèles que j'avais, c'était des modèles artistiques ou sportifs. Donc, l'art et la culture, c'était Bob Marley. C'était aussi Public Enemy, c'était LL Cool J, c'était des artistes du hip-hop. Donc, est-ce que tu écoutes encore un peu de rap ou oui, j'adore le hip-hop. Moi, malgré que tu aies rendu la grande personnalité. Nice. Bon, ce sera peut-être un autre podcast, mais le hip-hop, le rhythm and poetry, rap, donc rhythm and poetry a fait autant ou même plus pour les Noirs au monde que le mouvement de civil rights. Et ça, les civil rights movement nous ont donné le droit de jouer. Mais le rhythm and blues nous ont donné le rap, poetry. Rhythm and Poetry nous a donné un outil pour non seulement créer de la richesse, mais aussi rendre le noir en vogue. Oui, aujourd'hui, regarde toute l'influence du rap et du hip-hop. Dans n'importe quoi, tu vas le voir. Je t'amène dans une banque, je te dis, regarde comment il est habillé. Influence hip-hop. Je t'amène dans une compagnie techno, regarde comment il est habillé, influence hip-hop. Je t'écoute la musique country, influence hip-hop. T'écoutes le rock. Le veston hoodie, influence hip-hop. Exactement. Donc, et en même temps aussi, c'est intéressant, je dirais, Bob Marley, c'était la même chose. Donc, c'était un artiste il me fait juste imaginer, tu es dans un stade, OK, rempli de blancs en Suède qui chantent
We're sick and tired of your isn't, schism game, dining, go to heaven in a Jesus name, Lord. Tu sais? Alors, ou qui dit, until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. I've got to say war. Yes, you know, so juste des blancs qui te disent qu'il a fait chanter, c'est la force du reggae, du hip-hop. Des paroles. Oui, les paroles. Ils ont donné un micro à des gens qui étaient des révolutionnaires. Des gens comme Public Enemy, des gens comme Bob Marley, des gens comme Peter Tosh. On sent que ces messages-là t'ont touché et t'ont même propulsé. Ça a été un peu de la gasoline. Hein, c'était mes modèles. Quand je te dis tout à l'heure, c'était mes modèles. Au niveau sportif, j'avais d'autres modèles. J'avais des modèles de sport. Donc quand je regardais, c'était les joueurs de soccer. C'était Ruud Gullit avec les Dreads, un joueur hollandais. Ok, Oba Martins, par exemple. Oui, mais Ruud Gullit en particulier, je vais te dire pourquoi. Il y avait aussi Jean Tigana de la France, un autre pionnier. Mais Ruud Gullit m'a marqué parce qu'en 1987, il a gagné le Ballon d'Or. Et tu sais à qui il a dédié le Ballon d'Or? À Nelson Mandela. Oh. Okay. Et quand tu fais le lien, pourquoi il avait des dreads? À cause du reggae. Pourquoi il a fait le lien avec Nelson Mandela? Parce que les chanteurs de reggae, ils parlaient justement de l'apartheid, contre l'apartheid en Afrique du Sud, contre le traitement des Noirs dans la culture. Donc, ça revient encore de où? La culture. OK? So, mon point, c'est que moi, mes modèles, c'était des gens qui utilisaient leur talent pour améliorer le sort des communautés noires, pour améliorer le sort des humains à travers le monde, pour parler des injustices. Donc, ils utilisaient leur savoir-faire et leur plateforme pour mettre en lumière les injustices. Et ça, c'est ça qui m'a façonné, moi. C'est impeccable. Franchement, c'est une des rares fois que, je sais pas comment tu nous l'as amené là, c'est nickel parce que bon, on connaît un peu le parcours, on ouvre les journaux, on te voit, tu fais les premières pages, mais apprendre ça de Franz Saint-Elmy, c'est magnifique. Franz Saint-Elmy, à un certain moment de la durée, écoute, tu grandis dans Saint-Michel, tu te retrouves jusqu'à Rivière-des-Prairies, tu vas voir un peu que il faut travailler très très durement pour pouvoir arriver là où on veut arriver. À quel moment vas-tu décider d'aller faire des études en ingénierie? On aimerait t'entendre. En fait, je te dirais, encore une fois, ça revient à mon éducation d'enfance. J'ai réalisé très tôt qu'il fallait que j'apprenne un métier. Okay. Donc, chez moi, le concept d'avoir un diplôme, ce n'était pas assez. Il fallait avoir une profession. Donc, alors, pour moi, c'était essentiel. Pour ma mère, ma famille, mes frères et sœurs, il fallait que j'ai un métier. Alors, mon plus grand frère, il était un entrepreneur. Mon autre frère, il est devenu ingénieur, encore plus vieux. Ma sœur était médecin. Donc, alors, c'est ça. Il fallait que j'ai un métier. Et avoir un diplôme sans avoir l'appellation d'un métier, ce n'était pas assez. Donc, j'ai fait le choix que les génies, c'était ma voie. Je voulais devenir un ingénieur pour avoir le métier. Vous savez, l'avantage quand on a un métier, c'est qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, le métier, il reste. Donc, personne ne peut m'enlever mon diplôme d'ingénieur. Tes compétences là, en la matière. Ça se peut que je ne sois pas compétent. C'est pas parce que j'ai le diplôme qui fait que je suis compétent. Mais j'ai quand même répondu aux toutes les cases nécessaires pour que j'ai le titre. Personne ne peut me l'enlever.
au même titre qu'un docteur, qu'un dentiste ou qu'un avocat. Donc ça m'appartient. Les jeunes de la communauté, excuse-moi de t'entrecouper parce que c'est important, je veux pas perdre le fil. Les jeunes de notre communauté, la communauté noire du moins, et dans tout le Québec, pendant longtemps, la formation professionnelle, parce que bon, il y a certains métiers, il faut aller à certains niveaux à l'université ou autre, mais on a constaté au fil des années qu'il y a plusieurs domaines au niveau professionnel où ce que le jeune, la personne qui fait ce diplôme, cette formation, peut avoir une vie énorme, superbe, peut accomplir de très grandes choses à la Saint-Elmy, Vicky Joseph. Moi, j'aimerais t'entendre parce que pendant longtemps, la formation professionnelle, un électricien, un plombier, entre autres, c'était plus ou moins accepté par les parents haïtiens. Aujourd'hui, toi, avec le parcours qui est tien, avec le groupe 3737, d'autant plus, où ce que vous faites vraiment, vous mettez de l'avant, c'est comme un hub, où ce que vous essayez d'amener les jeunes de la communauté à se partir en affaires. Toi, aujourd'hui, qui as quand même d'autres études, mais que penses-tu de cette voie qui est la voie de la formation professionnelle? La communauté haïtienne t'écoute, entre autres, aujourd'hui. Qu'aurais-tu à dire à ces parents qui sont des fois réticents à l'égard de cette formation professionnelle qui donne une formation, un papier, un métier, comme vous disiez, je vous écoute? En fait, il y a trois façons de le faire. Il n'y a pas de meilleure façon. Moi, je suggère toujours, si c'est possible, de faire de la formation universitaire. Mais pour moi, on peut apprendre des compétences de trois manières. Aller le plus loin possible à l'université, donc d'apprendre à aller chercher des compétences, ce que j'appelle en anglais, ça se dit mieux, skills. Okay? Des habiletés. Hein? Je peux avoir un PhD, puis j'ai rien contre les gens qui font du marketing, qui font de la communication, qui font sciences politiques, ainsi de suite, mais ce n'est pas un skill. Moi, je peux faire de la science politique sans diplôme. Je peux faire du marketing sans diplôme. Okay. Donc, ce n'est pas un skill en particulier. Il n'y a pas une barrière à l'entrée particulière, soit par la formation ou l'expérience. Donc, alors, ça, c'est une façon. L'autre, c'est compétences techniques, formation technique. Oui, donc, on peut l'avoir au cégep, mais aussi on peut l'avoir dans les écoles secondaires spécialisées ou des écoles d'art et de métier. Yes. Donc, c'est absolument valable. Et la troisième façon, c'est d'aller chercher des compétences sur le terrain, des skills d'apprentissage. Okay. Donc, dans les Anglais appellent ça apprenticeship. Donc des apprentis. Ça se perd, mais en Allemagne, par exemple, tu ne peux pas aller faire des études supplémentaires si tu ne passes pas par l'étape d'apprenticeship. Okay. Donc, c'est une étape qui est nécessaire pour te permettre de voir qu'est-ce qui t'intéresse le mieux, de le pratiquer pour voir si tu veux vraiment le faire comme métier. Donc, les trois ne sont pas mutuellement exclusifs. Okay. Moi, je les ai fait les trois, c'est-à-dire j'ai fait l'école secondaire, l'école cégep, j'ai fait aussi l'université, mais j'ai fait l'apprenti parce que Northeastern a des coopératives où est-ce que tu vas faire des stages en entreprise et c'est compté comme des crédits importants. Donc, c'est un passage obligé à ta diplomation. Ce qui est le plus important pour moi, c'est il faut avoir un cadre de référence. Et ce cadre de référence-là va permettre de prendre les moyens et des ambitions. Donc, laisse-moi peut-être plus précis. Tu disais tout à l'heure, oui, tu peux aller apprendre, par exemple, un métier de frigoriste pour faire mécanique de bâtiment. Un bon technicien en mécanique du bâtiment, en 2020, moindrement qu'il avait assez de désir, pouvait faire facilement entre 150 à 200 000 $. Facilement. Il n'y a personne que je connais qui ne fait pas nettoyer ses conduits,
qui n'ont pas eu de problèmes de chauffage, qui n'ont pas eu de problèmes de climatisation, toutes les entreprises qui leur bâtisse soit vacant ou pas, ils ont dû faire nettoyer encore plus. S'ils sont vacants, ils doivent faire nettoyer les conduits, s'assurer qu'il n'y a pas des souris ou qu'il n'y a pas de l'incrustage. Donc les bons frigoristes, certains peuvent faire $500,000. Donc, ils ont leur propre business. Je les vois avec leurs camions, ça soit MC ventilation ou XY climatisation, blablabla. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est un camion et de l'expertise de frigoriste. Donc, ou un maître électricien certifié par la Corporation des maîtres électriciens, s'il est enregistré, Hydro-Québec va lui garantir toujours d'avoir de l'emploi. Donc, il faut se mettre son cadre de référence, c'est-à-dire sont où nos ambitions. Okay, nice. Et de là, je suis 100% d'accord avec toi, les opportunités sont là. Avoir un métier de plombier, de mécanicien, de frigoriste, les Italiens, les gens les Arabes, t'as aussi beaucoup de Québécois qui gagnent leur vie très bien, en étant en ayant des métiers. Mais il y a aussi d'autres sortes de métiers. Il y a par exemple le métier de l'art. Donc, par exemple, il y a des gens qui ne le savent pas, mais des scénaristes qui travaillent pour Ubisoft. Le jeu de vidéo que tu aimes beaucoup, là, ça prend des dizaines de scénaristes qui vont travailler sur un plan. Ça prend aussi des dessinateurs. Ça prend des concepteurs visuels. Ça prend aussi des concepteurs de son. Ça prend des keyboardistes, des claviéristes. Ça prend toutes sortes d'artistes. En effet. Ouais. Ça prend toutes sortes d'expertises et de compétences pour faire un jeu vidéo qui est un hit chez Ubisoft. Donc, on parle des dizaines de milliers de personnes qui vont travailler pour sortir un jeu vidéo. C'est quand même énorme. France donc faut pas sous-estimer, c'est ce que je veux dire, les métiers d'art. Je sais que souvent, chez nous, on a souvent tendance à dire, mais c'est un artiste. Mais il y a des artistes que je connais qui gagnent plus qu'un ingénieur chez Ubisoft. Intéressant. Tu me donnes beaucoup je sais pas, de cue, comme on dit. Si c'est un jeune là, qui est en train de nous écouter, un moins jeune, je pense qu'il peut se réorienter, puis tu lui as donné quelques voies qui vont lui permettre quand même de bien s'en sortir. Écoute, toi, tu es en affaires, tu vas faire tes études en ingénierie, mais par la suite, tu as un MBA. Ça aussi, c'est intéressant parce que l'homme d'affaires que tu es devenu, toi, tu as toujours cette volonté d'aller te parfaire et tout. Le MBA, c'était une suite logique à tes études en ingénierie ou c'était la pression d'un de tes grands frères qui disait « Petit frère, allez, le MBA, allez, on t'écoute. » Je sais pas, peut-être ça a une influence parce que oui, j'ai un grand frère qui a un MBA en finance, qui a une maîtrise en finance aussi, mais dans les faits, je te dirais, c'était une ambition personnelle d'avoir probablement même plus qu'ingénieur. C'était l'idée de dire que je pouvais être un maître un master's en business administration. J'ai toujours trouvé ça excitant à l'idée de dire que t'as un MBA, mais je voulais aussi, me prouver à moi-même que je pouvais le faire, pas seulement le faire, mais le faire avec les 2 meilleures institutions d'école, écoles de dirigeants au Québec, mais 2 des meilleurs au Canada et dans le monde. Donc, c'est conjoint, c'est un diplôme qui est conjoint entre McGill et HEC. Donc, c'est unique en son genre, c'est unique dans le monde même. Donc, j'ai 2 diplômes, un de McGill, un de HEC. Juste de même, hein, coudon, hein, écoute, hein. Pas se pire, hein. Pour un petit gars de l'île de la Gonave, quand même. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve tout simplement que tes origines n'ont rien à voir à où tu arrives. Yes. Donc, pour moi, le début ne détermine pas où la fin.
elle a peut-être une incidence sur la fin, mais elle ne détermine pas où tu aboutis. Donc, superbe, ça. Alors, pour moi, ça, j'aurais pu être né à Bangladesh ou, tu sais, Bamako ou, tu sais, au Panama, whatever. Donc, ça n'a rien changé. Ce qui est important, c'est, je pense, encore une fois, c'est que on m'a inculqué des valeurs très jeunes, c'est les valeurs du travail, des valeurs de résilience, des valeurs aussi d'être responsable avec sa capacité. Donc, vraiment, je le dis parce que souvent, on le banalise. OK? Être responsable avec ses capacités, ça veut dire tout simplement, si tu es capable d'en faire 10 et que tu en fais 2, c'est d'être irresponsable avec ses capacités. Donc, je dis pas que tu dois en faire 9, mais tu as une responsabilité de mettre l'effort nécessaire pour maximiser ce que Dieu t'offre, ce que tu as. Donc, pour moi, c'est ça la clé de réussite, c'est de maximiser ses capacités. Et c'est la clé dans tout. Kobe Bryant est devenu Kobe Bryant parce qu'il a maximisé ce que Dieu lui a donné, son talent naturel. LeBron James, j'en connais plein de LeBron James. Tu les regardes dans le parc, là, c'est qu'ils sont bons. Ils sont écœurants. Mais tu les mets dans un cadre professionnel, ils perdent la discipline. Ils veulent pas aller s'entraîner, ils veulent pas aller à l'école. Finalement, ils peuvent pas aller à la NCAA, ils peuvent pas avoir des bourses d'études. Mais j'en connais plein. Que ce soit au soccer, que ce soit dans la vie de tous les jours. Je connais des jeunes que j'ai grandi avec qui étaient brillants, plus brillants que moi. Mais la différence, moi, j'avais le cœur. C'est ça la différence. J'avais pas peur du travail. J'avais pas peur de mettre dans des positions d'échec où est-ce que ça se peut que je sois inconfortable. En pré-rencontre la semaine dernière, on s'était parlé. Tu disais que tu allais aux îles de la Madeleine, tu allais en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent. Tu allais voir la splendeur du Québec. Combien de gens dans ton entourage n'ont jamais quitté les environs de Montréal pour aller voir qu'est-ce qui se passe à Québec? Qu'est-ce qui se passe à Trois-Rivières, à Shawinigan? Qu'est-ce qui se passe à Val-d'Or? Il y a énormément de possibilités. Il y a des compagnies qui recherchent des gens, là. Ils s'en foutent de la couleur. C'est vrai. Mais ils sont pas à Montréal. Moi, je connais une fille, là, elle vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une vétérinaire. Elle possède sa clinique de vétérinaire qui lui a été donnée. La business lui a été donnée par le propriétaire. Avec le fonds de commerce, puis tout, là, les clients. Là. Elle lui a dit donner parce qu'il n'avait pas de relève et il était tellement heureux de voir. Et cette jeune fille-là, hein, elle venait à peine de graduer. T'imagines, elle lui a donné et il va l'accompagner parce que c'est le vétérinaire du coin. Il n'y en a pas d'autre. C'est le bonhomme de la plate. Tout le monde vient là. Tu te fais remettre un clé en main. Là, tu sais. Clé en main. Elle, là, Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, it's as good as it gets. Intéressant, ça. Donc, si tu te mets dans un contexte d'inconfort, moi, j'ai dû quitter Montréal, mon confort de Montréal-Nord, Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, pour aller aux États-Unis, à Boston, étudier tout seul. J'avais pas d'argent, je sais pas comment je vais payer mes bills, but I had to give it a shot. Je me suis mis dans un contexte aussi pour réussir. Mais je pouvais échouer aussi. Mais les chances que je réussisse étaient beaucoup plus grandes que si je restais dans mon confort, parce que j'étais. J'aime ça. Tu nous motives, Monsieur Franz Saint-Elmy, parce que il y a des points que tu dis, on sent que Coconut Podcast, c'est vrai, le dur labeur, sortir d'une zone de confort, atteindre son plein potentiel. Il y a quelque chose de pas être à 10% de ce qu'on peut réaliser. Ça, je trouve qu'il y a plusieurs éléments qui nous motive. Je suis un ancien athlète, pas professionnel, mais compétitif. Okay? Donc ça, c'est l'autre partie. Je parlais de ma famille, mes roots, mes racines familiales, mais il y a aussi
le côté compétitif de moi. Ma carrière, je l'ai traitée comme Kobe Bryant ou LeBron James ou Michael Jordan ont traité leur carrière. Donc, je me suis vraiment mis dans des positions pour réussir. Je me suis entouré de gens pour réussir et je me suis formé. Donc, quand on prend l'exemple de Kobe Bryant, parce que j'aime Kobe Bryant ou LeBron James, ce que les gens voient pas, c'est les milliers et les milliers de shots qu'ils font à chaque jour. Pour réussir, tu sais, pour faire avoir un ou deux shots durant le game time. The money shot. Yeah. Donc, the buzzer shot at the end of the game, là, à la fin de la partie. Là. Exact. On comprend, donc, alors, eux, quand la saison est finie, ils prennent une semaine de vacances. Qu'est-ce qu'ils refont durant le off-season? On le voit sur Internet, là, LeBron James sur Instagram, Kobe Bryant à l'époque. Oui. C'est des machines. Exact, parce qu'ils se disent, leur carrière, là, ils ont 10-15 ans pour maximiser. Alors, ils se sont mis entourés des meilleurs coachs. Ils se nourrissent de la bonne façon. Ils disent, je dois aller en Arizona parce que c'est là qu'il y a une concentration de joueurs pour jouer. Ils s'en vont en Arizona durant l'été. Ils se campent là durant l'été, puis ils font des 8 heures de séance de pick-up basketball. Les joueurs de football font la même chose. Au soccer, quand la saison finit de Champions League ou en Europe, elle est finie, qu'est-ce que font les Cristiano Ronaldo de ce monde? Ils prennent une semaine de vacances pour recharger. Ils se remettent encore au travail parce qu'ils se disent leur objectif l'année prochaine, là, c'est pas de compter 20 buts, c'est pas de compter 25 buts, c'est pas de compter 30 buts, c'est de compter 40, 50. Puis de les compter dans les matchs qui sont les plus importants. Fait que pour ça, ils doivent elevate their games. Alors moi, ma carrière, je l'ai traitée de la même façon parce que il fallait que je me mette dans des conditions pour que je sois entouré des meilleurs. En étant entouré des meilleurs, j'apprends des meilleurs. Yes. Parce que tu vas te rendre à Silicon Valley aussi. On sait qu'à la Silicon Valley, on a en Californie, entre autres, la Calitech, la California Institute of Technology. Tu vas rencontrer des gens qui graduent de là-bas, des gens qui viennent du MIT, tu étais à Boston, Stanford, Berkeley University. Alors là, maintenant, c'est comme très foisonnant. Toi aussi, tu te sors d'une zone de confort. Comme tu disais, tu arrives là, puis tu sais pas c'est quoi que l'avenir te réserve, mais quand même, ça a porté fruit, disons-le. Le plus grand erreur que nos frères et sœurs font dans leur carrière, c'est qu'ils ne se mettent pas dans un contexte pour mieux réussir, pour mieux maximiser leur potentiel. C'est qu'on devient très confortable avec nous-mêmes, entre nous-mêmes, et finalement, on reste dans notre zone de confort. Et ceux qui le font, qui se sortent de leur zone de confort, l'enjeu, c'est qu'ils ne reviennent pas investir dans leur communauté. Okay. Donc, quand je te parlais de LeBron James, de Kobe Bryant. Akron, l'école qu'il a fait, par exemple. Exactement. Donc, les avocats de LeBron James, c'est qui? C'est des gars avec qui il a étudié, qui viennent de Akron, de son patelin. Son manager, c'est qui? Il a créé une business de gestionnaire d'athlètes ou whatever, de sports management. C'est qui? C'est toute la clique dans son environnement. Ses amis d'enfance. Exact. Donc, il a utilisé encore une fois sa plateforme pour créer de la richesse autour, puis d'envoyer un message d'empowerment. Donc, malheureusement, très souvent, dans nos communautés, la réussite, quand les gens se mettent en position de réussir, puis ils ont fait exactement ça, ils se sont mis, que ce soit des avocats, des médecins, ils ont réussi, et finalement, ils s'éloignent de leur communauté. La réussite les isole. Oui. Et au lieu de revenir et réinvestir et bâtir dans leur communauté, ils s'éloignent de la communauté et on les voit seulement dans des occasions spéciales. Alors que quand on regarde la communauté juive, la force de la communauté juive, c'est quoi? Quand ils réussissent, c'est qu'ils réinvestissent dans leur communauté, dans leur quartier. Les Asiatiques, ils réussissent, ils investissent dans leur communauté, dans leur quartier. Et les Arabes font exactement la même chose. Donc, nous, on a souvent tendance à avoir ce complexe-là quand on réussit,
ben, nos enfants, ils parlent plus créole. Nos enfants, ils ont plus leurs roots. Donc, ça, c'est un symptôme. Et en passant, ce n'est pas juste à Montréal, au Canada. C'est aux États-Unis, c'est en France, c'est ailleurs. Mm-hmm. Et je suis choqué parfois quand je rencontre des gens qui sont d'origine haïtienne que c'est pas évident de le savoir tout de suite. OK, ouais. Ça, ouais. Donc, ouais, alors, ouais. Mm-hmm. l'espoir que j'ai, parce qu'on est au Coconut Podcast, Mm-hmm. c'est que moi, ma génération, c'est une génération de hip-hop. OK? Cette base de roots, we are black and we're proud, we're who we are. OK? So, we build from the strengths of our communities. C'est ça que les vrais artistes, tu sais, quand on parle de Houdini, quand on parle de Chuck D, quand on parle, tu sais, de grands artistes, c'est que ou même Dr. Dre, Oui, bien sûr. Ice Cube, leur communauté, leur culture ont été cette plateforme-là. Et quand ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? They went back in the hood. Yes. Ça, c'est intéressant. Ils ça. se Là, sont pas disloqués. Ils sont revenus dans leur communauté bâtir des record labels, des produce. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait exploser le hip-hop. Yeah. Mais il y a quelque chose d'intéressant parce que toi, tu vas revenir, et pour Vicky et toi, c'était hyper important de revenir donner à ce quartier, cet arrondissement, par extension Villeray-Saint-Michel. Vous allez vous installer, lorsque vous allez acquérir, fonder la bâtisse, vous allez acquérir la bâtisse, fonder le groupe 3737. C'était dans cette optique de redonner, de faire des petits. Et aujourd'hui, votre message, il retentit pas à peu près, où on sent que, voilà, il y a de plus en plus d'entrepreneurs dans la communauté, de plus en plus de gens qui s'intéressent aux nouvelles technologies. Tu t'es entouré d'une équipe au niveau de 3737 ne serait-ce, et on terminera tout à l'heure avec les Dartec un petit peu. Louis-Edgar Jean-François, le grand Manitou, là, on pourrait dire, au groupe 3737. On a une de tes sisters, une de tes sœurs, Gerline, tu nous corriges, toujours. Gerline, oui, qui travaille énormément, main dans la main avec vous, à groupe 3737. Madame Joseph, bien sûr, et bon, il y a toute une équipe qui est là. Moi, j'aimerais t'entendre, Franz. Est-ce que c'était carrément en suivant les modèles qui étaient les tiens, voyant comment ça se faisait, voyageant les quatre coins du monde, parlant avec des personnalités qui redonnaient dans leur communauté, venant de communautés juives, par exemple, arabes, sud-asiatiques, cambodgiennes, par exemple, tu t'es inspiré, tu as dit, non, moi, je ne referai pas comme certains, comme moi, je dois tracer la route, ou du moins, je vais faire, et ceux qui verront voudront faire pareil. J'aimerais t'entendre là-dessus en 2 minutes, là, rapidement. Ben, en fait, c'est justement, quand je disais je suis très optimiste pour l'avenir de nos communautés, c'est parce que moi, quand je regarde autour de moi, ben, tu sais, je suis entouré de gens comme moi qui sont de la génération hip-hop. Okay, nice. Hip-hop et reggae, qui, eux, sont nés à répéter les lyrics puis à voir comment est-ce que ce qui se passait. Il y avait des injustices, puis c'était pas de blâmer les autres pour leurs problèmes, c'était d'utiliser ça comme moteur, puis de dire que nous autres, we're gonna do our own stuff. You don't want to play our music? We're gonna build our own radio station. You don't want to distribute our records? We're going to distribute our own records. You don't want to film our music videos? No problem. We were going to shoot our own music videos. Guess what happens? Spike Lee, Ken Singleton, tous les grands, les Des Gray, une haïtienne de la Floride, les grands producteurs qui produisent pour les Taylor Swift de ce monde, qui produisent maintenant dans des films dans HBO ou dans Netflix. Guess what? Hip-hop. So, la base, c'est ça.
c'est que moi, pour moi, j'ai appris de cette base-là. Puis quand je retourne aussi, à côté de moi, je regarde, mais c'est d'autres qui ont appris de la base de la Nation of Islam, qui ont appris, tu sais, de la génération hip-hop, mais de la génération athlète-entrepreneur, à la Magic Johnson, qui eux aussi veulent faire encore une fois la même chose que Vicky et moi, qui était de bâtir sur nos communautés. Pas bâtir pour prendre de nos communautés, mais bâtir sur nos communautés. Donc, nous, c'était important pour nous de dire, c'est quoi les gaps? Quels sont les gaps qu'on a? Les écarts. Oui. Quand on regarde, ça fait presque 100 ans que les Haïtiens viennent ici au Québec. Et on se dit, OK, quand on est Haïtien, on va où? Sont où les grands d'affaires ou de la communauté haïtienne? Où est-ce que tu vas? Ben maintenant, on a le groupe 3737, on a Maison d'Haïti. Avant ça, ouais, c'est ça. Hein. C'est vrai. Il y a la Jeune Chambre de commerce haïtienne qui, en passant, ce sont des cousines de Vicky qui ont parti. Ça s'appelait À l'image à l'époque. Mais l'idée, c'était ça, c'était d'avoir un réseau pour reconnaître des gens issus des communautés haïtiennes professionnels qui réussissaient parce qu'ils ne se connaissaient même pas. Parce que cette base-là, elle était dispersée. Alors nous, on s'est dit, ben écoute, tu sais, on sait on sait comment fonctionne l'entrepreneuriat, on sait comment fonctionne le flux monétaire, on connaît l'innovation et les technologies. On va créer une infrastructure qui, peut-être que de notre vivant, on verra jamais les fruits de ce labeur-là, mais que personne pourra enlever cet organisme-là parce qu'elle n'appartient pas à Franz Saint-Elmy, elle n'appartient pas à Vicky Joseph ou à Marie-Gerline Saint-Elmy, elle appartient aux entrepreneurs des communautés. Et ce sont ces entrepreneurs-là qui vont former la prochaine génération d'entrepreneurs, qui, eux, vont reformer la prochaine génération d'entrepreneurs et créer ce modèle comme les producteurs de hip-hop, les chanteurs de hip-hop ont fait, qui ont créé les producteurs, les cinéastes, qui ont créé les maisons de production. P. Diddy n'existe pas si c'est pas à cause de Houdini, si c'est pas à cause de Public Enemy, si c'est pas à cause de NWA. C'est trop fraîche. That's it. Et BET, n'aurait pas existé sans le boycott de MTV, de CBS, de NBC, des vidéos black, parce qu'ils trouvaient que c'était trop violent, trop graphique, on parlait trop de drogue, d'injustice, de fuck the police, puis ainsi de suite. Ils voulaient pas entendre ce message-là. Mais Bob Johnson de Black Entertainment Television a dit, you know what? We're gonna play it because this is what our audience wants to hear. Et aujourd'hui, c'est ironique parce que sans ça, BET, Bob Johnson est devenu multimilliardaire. BET a été acheté par NBC aujourd'hui, mais dans les faits, encore une fois, on revient encore aux gens de hip-hop. Tu sais, je suis un peu plus vieux que toi, mais moi, là, c'est ce que j'entendais. Tu sais, des musiques comme Don't Push Me, Cause I'm close to the edge, I'm trying not to lose. You know, it's like a jungle sometimes that makes me wonder how I keep from going under. Parce que lui, il parlait de sa réalité locale et la drogue. We don't produce drugs, but there's drugs. We don't go to war, but there's guns. We don't know how to shoot, but people are dying. So, il parlait de ce qui se passait dans leur environnement. Et c'est ça qui était la force du hip-hop. Ça a donné un tremplin. Et de là, est devenu des entreprises. No, you can argue. Tu sais, j'aime pas l'over-sexification, objectification of women, puis tout ça. Donc, je pense que le roots du hip-hop s'est perdu un peu. But these pioneers. Ils sont les pionniers, hein, ça c'est clair. C'est pour ça que Jay-Z aujourd'hui est milliardaire. C'est pour ça que P. Diddy va devenir milliardaire. C'est pour ça que Dr. Dre. C'est pour ça que Master P. C'est pour ça que LeBron aujourd'hui maintenant. LeBron, The Weeknd, Drake. Ouais, c'est clair. C'est parce que ces pionniers-là
ont développé un écosystème pour dire we're gonna create a blueprint where we can thrive. Mais là, c'est ça. Toi aussi, tu vas créer un écosystème aujourd'hui qui nous sert d'exemple à nous, jeunes, moins jeunes, on n'est pas trop loin là, de la communauté, parce que ces exemples-là, nous ne les avions pas nécessairement. Moi, je ne les avais pas, moi non plus. Voilà, mais au Québec, encore moins, là, tu sais. Toi, tu écoutais un peu le hip-hop, tu t'inspirais d'ailleurs, tu venais d'ailleurs, tu avais au moins une inspiration, tu vas aller chercher. Nous, on était là, et là, c'est lorsqu'on voit arriver les Vicky Joseph, les Franz Saint-Elmy, entre autres, qu'on va se dire, ah ben là, ça c'est possible. Des appellations, on regarde vos pages LinkedIn. Et là, on voit. Et là, maintenant, on commence. On voit les prix hommages que vous recevez. Là, on va gratter. Et là, c'est impeccable. Alors, en 1 minute, j'essaye de montrer un peu l'écosystème que tu as mis en place qui va aujourd'hui nous servir et qui te sert aujourd'hui également. Je suis convaincu que le prochain Mark Zuckerberg, le prochain Jeff Bezos, le prochain Elon Musk, il va venir d'un des jeunes qui est à Montréal-Nord, Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, Longueuil, Saint-François, et qui va regarder, qui va dire, moi, I would like to be like that. Moi, je veux partir, moi, je veux devenir un entrepreneur. Moi, quand je grandissais, quand je regardais, je te l'ai dit, mes modèles, c'était qui? C'était des artistes, des entertainers, les sportifs. J'ai cherché mon inspiration de sportifs qui voyaient grand, qui voyaient au-delà d'eux. J'ai cherché mon inspiration d'entertainers qui voyaient grand, qui voyaient au-delà d'eux. Et je te garantis qu'il y a des jeunes qui te regardent, qui me regardent, qui regardent Vicky, qui voient encore plus grand que nous. Et c'est ça qu'il faut donner. Tout à fait. Cette référence, de dire, ce cadre-là, ben, il t'appartient aussi. Oui. La prochaine fois, take a fucking big image. Excusez-moi, là, mon expression. Dream et l'audace de rêver que tu peux créer le prochain Airbnb, le prochain Facebook, le prochain Tesla. Dream big et l'audace parce que il y en a un ou deux qui ont eu l'audace d'avoir cette vision-là. Alors, mais toi, tu vas avoir l'audace aussi. ZMDI. Quand même intéressant, là, tu sais. Tu vas être dans ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Par la suite, bon, il y a des transactions qui se font. Tu vas passer chez IDT, n'est-ce pas? C'est vendu. Tu vas être la vice-président. Non, avant, on a amené IDT à la Nasdaq. Oui, ben c'est ça. IDT à la Nasdaq, Industrial Division of IDT. Tu travaillais et c'est à la Nasdaq. Et vous, ben, une fois IDT, aujourd'hui, LeatherTech aussi, écoute, c'est valorisé à plus de 1 milliard de dollars. Ça, c'est à la bourse, hein. C'est quand même énorme. Pour te dire, ZMDI, IDT, et là, aujourd'hui, groupe 3737, on en a parlé, et aujourd'hui, LeatherTech, c'est impeccable. Licorne québécoise, licorne canadienne. Moi, c'est pas ce qui me rend le plus fier. Je te dirais. OK. Je te dis, ce qui me rend le plus fier, Alain, c'est il y a 3 ans de ça. J'étais un match de soccer honorifique à Montréal-Nord. C'était pour lever de l'argent. C'était sur le parc, j'oublie, je pense que c'est le parc Saint-Laurent, sur Henri Bourassa. C'est un petit terrain synthétique. Et il y a un jeune qui est venu me voir. Il devait avoir peut-être 14 ans. Il était gardien de but. Puis, à la fin du match, il m'a dit, « Hey, Monsieur Saint-Elmy, il m'a dit, tu sais, merci. » J'ai dit, « Pourquoi? » Il dit, « Tu sais, moi, là, j'avais toujours la gêne de dire que je venais de Montréal-Nord. Parce que du moment, tu sais, qu'on regarde ton code postal, ben, on te juge. Puis toi, t'as jamais eu honte de dire que tu viens de Saint-Michel, de Montréal-Nord, puis de Rivière-des-Prairies. Madame Joseph aussi, Vicky Joseph aussi, c'est vrai ça. Il m'a dit, tu sais, ça là, vous me donnez de la force. Puis, écoute, moi j'avais des goosebumps. Le kid là, il avait pas d'idée comment est-ce qu'il venait de me lever là. Parce que c'est vrai qu'on subit des préjudices quand on dit qu'on vient de Montréal-Nord, de Saint-Michel. Depuis que tu donnes le H1G, là. Ouais. H1G, oui, exactement. Depuis que tu dis, tu sais, t'es un 67, 69, là.
Ouais. 48. 48 autobus, là. Alors, donc, Ouais. essentiellement, on t'associe à quoi? Gang Proxénète, de rue. gang de rue, violence, famille Drogue. Oui, monoparentale, oui, oui. pauvreté. Mhm. Alors, donc, pour moi, c'était très, très important que je dise aussi que, hey, moi, je viens de là, puis ça n'a jamais dérangé à ma capacité de réussir. Au contraire, j'étais mieux outillé que tout autre. Donc, utiliser ça comme moteur d'encouragement puis de motivation. Donc, pour moi, c'est ça qui me rend le plus fier. C'est qu'il y a un jeune comme lui, là, un jeune gardien de soccer qui se dit, moi aussi, tu sais, comme toi, j'ai joué au soccer, mais moi aussi, je veux devenir ingénieur. Puis moi aussi, j'ai pas de gêne à dire que je viens d'une mère monoparentale. Puis j'ai pas de gêne à dire que je viens de Montréal-Nord. Ben, un This autre is truc who qui I me rend am. fier aussi, c'est que un truc qui t'a rendu fier quand même, on l'avait vu à ce moment, il y a à peine quelques mois, et c'est la première fois, je suis quand même un jeune vieux, là, c'est la première fois que je voyais à quoi ressemblait un brevet Franz Mhm. Saint-Elmy. Puis tu as tellement cette grandeur là de partage d'esprit que tu as partagé lorsque tu as reçu. On sait que la Lédartec, vous avez plusieurs brevets déjà, 95, il y en a qui sont en attente d'obtention et tout, mais toi, tu avais développé un truc là, hein, au niveau des microprocesseurs, des senseurs, quelque chose comme ça, et tu l'avais partagé sur les réseaux sociaux. Habituellement, les gens, ils gardent ça sous scellé. C'est comme, je veux pas que vous voyez. Mais là, tu nous as révélé le certificat et je trouve que ça, c'était un beau geste parce que tu démocratises ce qui est habituellement un peu, tu sais, comme c'est un circuit fermé, là, qu'on sait c'est quoi un patent, un brevet. Et pourtant, toi, tu l'avais rendu public. Ça, là, moi, j'ai dit, ah ben là, ce monsieur, je le veux à Coconut Podcast parce que tu rends les choses accessibles. Moi, est-ce que tu es conscient de cet aspect également quand tu le fais? Je peux pas dire que je le fais consciemment, mais Mhm. c'est peut-être ma personnalité. OK. Donc, encore une fois, je suis Franz Saint-Elmy, il est le fruit de, des coachs de soccer, Mhm. d'un cousin, d'un voisin, d'un professeur d'école, d'un moniteur de sportif, de gens qui, durant toutes sortes de moments précis, m'ont encouragé, m'ont supporté, m'ont ouvert des portes, m'ont donné une claque derrière la tête et réveil. Hey, Donc, wake up. donc, OK. je suis OK. un produit de mon environnement. Ça doit être pour Super. ça que je suis tellement fier de mon environnement. Parce que Mhm. moi, mon environnement, ça a toujours été ma force. Donc, il est tout à fait naturel pour moi que je vois mon environnement comme des alliés, comme des Yes. gens avec lesquels que je dois partager mes succès, je dois partager ma joie, je dois aussi partager, tu sais, mes forces et faiblesses, Mhm, être mhm. transparent Ouais. dans tout ce que je fais parce que je suis un produit de ma communauté. Donc, c'est pas une personne qui m'a fait des faveurs, ce sont plusieurs personnes. Alors, qui suis-je aujourd'hui pour ne pas retourner l'ascenseur? Ce serait hypocrite de ma part. Et tu retournes l'ascenseur pas seulement à la communauté de tes origines, la communauté haïtienne, mais tu redonnes également à la communauté québécoise à un point tel, hein, Franz Saint-Elmy, que aujourd'hui, et tu nous corriges, tu es conseiller auprès du ministre de l'économie, des sciences et de l'innovation. Ça, c'est énorme. Oui, c'est vrai. Franchement, Et je veux te dire, tu sièges également sur le conseil, hein, de l'Université de Montréal, Monsieur Saint-Elmy, au niveau de la gouvernance, toujours pour les idées, stratégies que vous pouvez contribuer. Vous redonnez à la communauté haïtienne, noire, hein, avec un grand N, mais également à la communauté québécoise avec un grand Q, si on peut le dire comme ça. On vous certainement, écoute. Oui. certainement. En fait, encore une fois, moi, je suis
tellement reconnaissant pour ce que le Québec m'a donné. Le Québec m'a donné ma vie. J'aurais pu m'installer, rester ailleurs, mais pour moi, c'était important de revenir au Québec et de redonner au Québec ce que le Québec m'a donné. Le Québec m'a donné une base d'éducation, m'a donné ma force aussi. Donc, pour moi, c'est essentiel, mais aussi le succès de l'ensemble du Québec, ben, c'est le succès de tout le monde. Donc, c'est pas juste une question d'individu ni de communauté, mais c'est une question d'ensemble. Donc, un Québec fort, ben, ça veut dire que les Haïtiens vont être forts, les Maghrébins vont être forts, les Asiatiques vont être forts, mais aussi les Québécois en général vont être forts. Tout le monde, on gagne tous. Donc, pour moi, si je suis capable d'aider à faire grandir le Québec, ben, c'est clair que c'est ce que je dois faire. Donc, je vois plutôt aussi une question de compétences. J'ai des compétences précises dans des secteurs pointus qui peuvent être utiles à d'autres, qui peuvent être utilisés de façon efficiente à plus grande échelle. Donc, oui, je suis sur le Conseil de l'innovation du Québec. Donc, le Québec s'est doté d'un Conseil de l'innovation pour avoir une vision d'être une des sociétés les plus innovantes au monde. Et moi, ma force, l'une de mes grandes forces, c'est la résolution de problèmes complexes. Donc, alors, ça, c'est le genre de challenge qui me carbure. Et si je peux aider à ma façon à résoudre le problème pour aider à ce que les Québécois soient plus innovants en général et qu'on crée plus de richesse à travers l'innovation et la recherche universitaire, absolument. Superbe. Tu dis que toi, tu es en résolution toujours de problèmes. Ben, à l'aide Artec, pour faire rapidement là, vous développez des senseurs, entre autres, sensors, en matière de solutions de détection pour les systèmes avancés, écoute, d'assistance de la conduite et en ce qui a trait aux véhicules autonome. Vous installez un peu des senseurs avec les nouvelles voitures autonomes, robots, taxis, entre autres. On sait que à l'EDARTEC, tu travailles avec Monsieur Charles Boulanger, n'est-ce pas? Peux-tu me parler, en 2017, vous vous êtes joints tous ensemble, un peu, on pourrait dire, le fait de collaborer avec Monsieur Charles Boulanger, ça a l'air que le tout médiatique du Québec là est super emballé par votre travail que vous faites à l'EDARTEC, vous et Monsieur Boulanger. Juste en 2 mots, peut-être un petit mot pour Monsieur Boulanger pendant qu'on est là, ouais. Charles, c'est une boule d'énergie. Donc, okay. donc c'est vraiment, on est extrêmement complémentaires. Donc, okay. Il y a beaucoup d'expérience. Charles, il a réalisé de très grandes choses dans sa vie, dans sa carrière. Superbe. Et on a une vision partagée de créer un champion québécois qui va devenir un leader international dans le secteur des véhicules intelligents ou hautement autonomes. Donc, cette vision-là, c'est ça qui nous carbure et son énergie me carbure aussi. Donc c'est quelqu'un qui a une très belle énergie, une énergie positive, qui aussi pense comme moi à régler des solutions complexes. Donc, je pense que c'est cette complémentarité-là, ou cette vision alignée qui nous permet d'avancer. Ce qu'on fait, c'est très complexe, c'est pas facile, ça demande beaucoup de ressources. Ça aussi demande énormément d'énergie pour pouvoir y arriver parce que c'est un travail qui est complexe, qui est de longue haleine. Superbe. Tu parles de complicité. Alors là, maintenant, tu as une complicité énorme avec, tu me vois venir. Bon, on va voir si tu connais bien ton personnel ou ton monde, on va le dire de même. Citation, Dixit. Il faut un village pour monter des entreprises. Ça viendrait de qui, ça, d'après vous? Je dirais Madeleine Myrtille. Ah, ben vous n'êtes pas loin, Vicky Joseph. Je pense qu'elle a peut-être repris. Ouais, c'est ça. Okay. Ça, c'est la dernière entrevue qu'on avait faite avec elle. Textuellement, on a été fouillé. Puis, il faut un village pour monter des entreprises. C'est un peu ce que tu disais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques instants, où pour que
que Québec aille bien, bien, écoutez, chacun, on doit y mettre la main à la pâte. Et il y a cette idée que Vicky, dans toute son implication, pour elle, ben, pour qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs, ben, il faut qu'on se mette tous ensemble afin de pouvoir supporter, faire... moi, j'aimerais que tu nous analyses un peu ce que Vicky essaie de nous dire avec ça. Il Ben, faut un village pour monter des entreprises. oui, en fait, une entreprise ne vit pas par d'elle-même. Ok. Donc, une entreprise, elle est vivante parce que elle est supportée par des entrepreneurs, par des collaborateurs, par des clients, par des partenaires, des fournisseurs. Donc, ça prend énormément de support pour réussir. Donc, et il n'y a aucun entrepreneur qui réussit tout seul et il n'y a aucune entreprise qui va vivre sans le support et l'apport de plusieurs. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de concert, mais c'est un travail aussi de longue haleine. La clé de la réussite, ben, il n'y a pas de recette miracle. Ça prend essentiellement de l'effort de plusieurs personnes à différents niveaux, à différentes phases aussi de la société pour y arriver. Mais c'est un travail, c'est un sport d'équipe. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on a souvent tendance à parler du leader charismatique qui est le modèle ou la référence, mais la réalité, c'est qu'une entreprise qui a du succès, elle a du succès par le talent de son équipe et non le talent seulement de son PDG ou de son fondateur. Travail d'équipe, on termine avec ça. Travail d'équipe, en deux volets la question. Travail d'équipe, en recevant Vicky Joseph, elle nous disait que, écoute, ta belle famille, elle est super présente, mais surtout, belle maman, n'est-ce pas? Ta belle-mère donne vraiment un coup de pouce à cet effort familial d'entrepreneur très en vue, tout ça. Deux mots, là, si elle nous écoute pour belle maman. Ben, en fait, justement, c'est là quand on parle, c'est un sport d'équipe parce que essentiellement, ce qu'on ne voit pas, c'est que on a aussi des enfants. On a des horaires extrêmement chargés. Puis quand tu as 3 adolescents, par exemple, ou 2 adolescents, un préado, qui font du sport, qui ont des études, qui ont un sport compétitif, ou est-ce qu'ils ont des tournois, ils ont des matchs à l'extérieur. Dans le cadre du plus vieux, ils jouent des matchs à Québec, qui est dans le AAA au soccer. Alors, dans ce contexte-là, ça prend un support. Yes. Ça prend un réseau familial, un tissu familial fort. Et la mère de Vicky, Yves-Rose, elle nous aide énormément. Tu as parlé tout à l'heure de Marie-Gerline Saint-Elmy. Marie-Gerline, c'est aussi le moteur derrière, pas juste le groupe 3737, c'est V Cosmétiques, c'est aussi Omni, c'est Q-Links. Donc, c'est beaucoup d'efforts. Donc, le tissu familial est super important. Et c'est ce que je dirais à tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs ou qui rêvent à devenir entrepreneurs. D'abord et avant tout, il faut asseoir une base. Cette base familiale, c'est très difficile de réussir si le tissu familial n'est pas solide. C'est comme je te dirais, construire une maison. Pour construire une maison, il faut une fondation. Et la fondation d'un entrepreneur, c'est sa famille, d'abord et avant tout. C'est sa base familiale. Donc, c'est ça qui va aider parce que je peux vous dire, c'est dur être un entrepreneur. Il va y avoir des journées très difficiles. Et le succès, c'est exceptionnel. Les échecs, c'est la norme. Il faut être à l'aise avec les échecs. Il faut être à l'aise avec le peu de succès. Parce que c'est là qu'on va pouvoir apprécier le succès quand il arrive. Donc, le succès, c'est de savoir bâtir des échecs et de savoir bâtir de sa résilience, de savoir bâtir des expériences pour arriver à saisir l'opportunité quand elle arrive. Et c'est ça qu'il faut se souvenir, c'est que sur une période temps X, ça va arriver qu'on va tomber, qu'on va avoir des mauvaises journées. Et qu'est-ce qui nous sauve?
c'est l'encouragement familial. C'est les gens proches. C'est ceux qui sont derrière qui vont dire Alain, ne lâche pas. Continue. Oui. On est derrière toi. C'est pas grave. C'est bon. Où tu sais que tu seras pas jugé par tes échecs. Que tes échecs ne te feront pas peur parce que tu sais que t'as toujours ta base qui est solide. Donc, ça, pour moi, c'est essentiel et Vicky a 100% raison. Eh bien, pour terminer, dernière question. Tu dis que la famille, c'est important. Toi, tu avais fait le bon choix. Parce que, écoute, tu avais rencontré le papa de Vicky avant même de rencontrer Vicky. Mais là, tu rentres dans les secrets. Hein? Ah ben ouais, ben là, c'est pas moi. Écoutez, Coconut, on a des oreilles un peu partout, mais là, c'est Madame Vicky Joseph. Et là, on trouve ça intéressant quand même, juste pour terminer, là, pour une petite touche moins technologique. Mais pareil, le fait d'avoir, tu sais, les valeurs familiales, parce que tu as fait les choses dans le bon ordre, en quelque sorte. Tu as parlé au papa, il t'a kiffé direct. Et là, après, là, Vicky, puis là, tu parles, tu dis, oui, le monsieur, il était super cool. Ah bah c'est mon père. À ce moment-là, depuis lors, vous êtes ensemble, super cool. Moi, j'aimerais, pour terminer, le support, c'est là, on termine avec ça, le support de Vicky, Joseph, dans toutes tes entreprises, sa compréhension de ton agenda. En plus, elle a un agenda hyper aussi. Derrière Franz Saint-Elmy, on sait qu'il y a une grande dame. J'aimerais que Vicky, c'est sûr qu'elle va écouter l'entrevue. Tes derniers mots seront pour notre grande, moi je dirais c'est une grande sœur pour la communauté aujourd'hui. Elle est hyper disponible. Vraiment, elle nous encourage. Même Coconut, là, lâche pas Alain. Tu sais, vraiment ces mots, ça nous motive là. Tout plein d'autres entrepreneurs. Les derniers mots, Franz Saint-Elmy, sont pour ta femme, qui est une grande dame pour le Québec, les Montréalais, la communauté noire, entre autres. Nous t'écoutons. Et par la suite, tes remerciements. Allez. Mais en fait, tout ce que je peux dire, c'est que moi, je suis probablement l'un des humains les plus chanceux au monde. J'ai un support, j'ai une femme extraordinaire qui n'est pas juste intelligente ou belle. Vicky, elle est très perspicace. Et c'est quelqu'un qui comprend très vite. Et c'est quelqu'un qui aussi, quand elle est derrière quelque chose, elle n'abandonne pas. Donc, moi, je souhaite à tout le monde d'avoir une Vicky Joseph dans leur vie. Donc, ça, c'est Vicky, elle m'a propulsé à un autre niveau. Donc, elle m'a fait réaliser que j'avais encore beaucoup plus à offrir. Et donc moi, je suis gâté. Je t'ai dit tantôt, tu sais, durant la pandémie, j'ai eu une année extraordinaire. C'est parce que j'ai une relation extraordinaire avec ma femme. C'est ça. Donc, moi, j'ai pas de problème à être à la maison. je peux passer des années à la maison. Est-ce que tu cuisines? Tu disais qu'à l'île de la Gonâve, tu savais faire à manger, comme on dit au pays. Est-ce que vous savez encore tout faire du riz, monsieur? Ça veut dire préparer le riz, monsieur Saint-Elmy. Écoute, je suis pas un expert, mais je sais. Que vous savez. Okay. Mais si Vicky n'est pas là ou que grand-maman n'est pas là, manger. Les enfants ne mourront pas de faim. Ok, superbe. Eh bien, Franz Saint-Elmy, vos remerciements. Le Québec vous écoute, la francophonie vous écoute. On a plusieurs de nos internautes qui sont basés en Haïti, assurément sur l'île de la Gonâve. Les derniers mots sont les vôtres, vos remerciements. Allez, Franz. En fait, moi, j'aimerais juste peut-être finir sur une note d'espoir. Moi, je suis un éternel optimiste et pour moi, ce qui est important, c'est essentiellement c'est deux choses. Première des choses, c'est en tant qu'humain, on a tous les mêmes capacités. L'enjeu dans nos communautés, ça aura été essentiellement dans plusieurs fois, on cadre nos limites
et on se laisse encadrer, on se laisse créer notre cadre et on est défini par notre cadre de référence. Parfois, c'est notre adresse, parfois, c'est notre lieu de naissance, parfois, c'est la couleur de peau, parfois, c'est le langage, parfois, c'est l'éducation. Donc, on se fait créer un cadre et on reste dans ce cadre-là. Donc, c'est essentiellement, première des choses, c'est d'éviter ou de casser cette cadre de référence-là et de ne pas se laisser limiter par les limites que quelqu'un a tracées pour nous. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, je dirais, c'est d'avoir l'audace de vouloir faire différemment, d'avoir l'audace de viser haut, de viser loin, d'avoir l'audace d'un jour, tu sais, je vais prendre l'exemple de Elon Musk. C'est audacieux. Mais Elon Musk, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fondateur de Tesla. Bien sûr. Et lui, ce qu'il veut, il veut conquérir Mars. Est-ce qu'il sait comment il va le conquérir? C'est pas important. Mais il a cette audace et cette ambition d'un jour de vouloir coloniser Mars. Et ça, si c'est pas lui qui le fait, il y a quelqu'un d'autre qui va bâtir de ce qu'il va faire. Son SpaceX, là, voilà. Oui. Et alors, l'idée, ce n'est pas de vouloir conquérir Mars qui est important. C'est d'avoir l'audace de vouloir même y réfléchir. C'est ça. Ouf. La clé. Et pour moi, donc, si je peux laisser un message d'espoir à ceux qui écoutent Coconut, les coconotiers. Ouais. Voilà. C'est justement ça. C'est enlever les cadres pour les plus jeunes et permettez-leur d'avoir l'audace de même réfléchir à l'idée de vouloir conquérir Mars. Ouf. Super, Border. Incroyable, incroyable, incroyable. Vos remerciements en 15 secondes, Franz Saint-Élemy. Ben, j'aimerais premièrement te remercier, Alain, pour avoir vraiment pensé à m'inviter dans cette émission-là. Écoute, ça fait déjà plus de 90 minutes qu'on parle. J'ai l'impression que ça fait 30 minutes. Donc, félicitations pour ça. J'aimerais remercier Vicky Joseph, évidemment, mes enfants, Johan, Nora, Victor, qui sont mes motivations à tous les jours. Et j'aimerais aussi en profiter pour remercier Dieu. Moi, je suis un produit de l'Église. Je suis un enfant de l'Église. Et aujourd'hui, je suis qui je suis parce que j'ai la grâce de Dieu. J'ai aussi la chance d'avoir pu éviter tout ce qui était de mauvais. Dieu m'a donné la santé, le pouvoir de réfléchir, d'être indépendant. Donc, je le remercie, je continue à le remercier. Puis finalement, j'aimerais envoyer un message de remerciement à tous ceux qui sont dans le secteur médical ou dans les professions d'école, de professeurs. Ceux qui sont les enseignants, ceux qui travaillent dans les cours d'école, qui touchent les enfants, qui encouragent les enfants. C'est vrai, ceux qui aident les patients, les gens malades, ceux qui mettent leur vie en danger pour aider les autres. Donc, moi, je vous remercie. J'espère essentiellement qu'un jour qu'on va reconnaître l'apport de ces gens-là à la société à leur juste valeur. Franz Saint-Élemy, comme on dit à la toute fin de nos entrevues, alors nos frères et sœurs en Innu nous disent « Chinash Kumitin », les Algonquins nous disent « Miigwech », et les Premières Nations, nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal nous disent « Nyawen ». Merci. Et écoute, sur la terre des Taïnos, des Arawaks, dans la langue de Pétion, des Salines, tout ça, on dit merci en pile, en pile, en pile. Tu es un grand Manitou, un grand frère pour la communauté. Tu prêches par l'exemple. Écoute, 7h30, tu m'as motivé comme pas possible. J'ai 3 heures de motivation des Saint-Élemy Joseph. Alors, écoute, je suis prêt pour l'année 2021. Lâche pas ton beau boulot.
Félicitations pour Groupe 3737. Même Coconut Podcast, on va s'inscrire là à différentes formations pour devenir de meilleurs entrepreneurs, n'est-ce pas? Et pouvoir faire des petits aussi. Grappe, hein, on fait des petits, hein, voilà. Et puis, tu es impeccable. Mabdi en créole ou son nègre incroyable. Franchement, bravo, bravo, bravo. Tu viens de faire ma semaine, monsieur Saint-Élieu. Merci. Mais franchement, ben, sérieux. Messieurs, dames, tout un honneur que d'avoir reçu Franz Saint-Elmy, le président et chef des opérations chez Ledartech. Moi, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, une personnalité qui gagne à être connue de tous. Alors, messieurs, dames, on vous dit à la prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. En ce premier anniversaire, on vous dit Niawen. Merci. Au revoir.